Le gouvernement de la République conduit sous le leadership du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, orienté par la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, met les bouchées doubles pour la tenue et la réussite du dialogue national d'action sur le financement du développement en République démocratique du Congo. Le mardi 7 novembre, c'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui donne l'égo à ces travaux organisés par le ministre du Plan à l'auditorium du Fleuve Congo Hôtel avec l'accompagnement et l'appui financier et technique de plusieurs partenaires dont les PNUD. Députés et sénateurs, Madame la ministre d'État et ministre du Plan, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le vice-ministre du Plan, Monsieur le coordonnateur résident du système des Nations Unies, Monsieur le représentant du PNUD, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux et cadres de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, je me fais un réel plaisir de vous remercier pour avoir répondu nombreux à l'invitation du gouvernement en vue de prendre part aux assises de ce jour, consacrées à la tenue du dialogue inclusif sur le financement du développement en République démocratique du Congo, dont j'ai l'honneur d'ouvrir les travaux. Qu'il me soit permis, avant toute chose, de rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'importance qu'il accorde à la question relative à l'amélioration des conditions de vie des populations, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit ici, à travers notamment le processus de facilitation du financement de développement dont ce dialogue constitue les fondements. Je tiens également à adresser à mon tour mes sincères félicitations à Madame la ministre d'État, ministre du Plan, pour les efforts abattus, sans lesquels ce dialogue n'aurait sans doute pas vu le jour. Je tiens également à souligner ici que la tenue de ce dialogue revêt une importance particulière pour le gouvernement, car elle est une manière de retracer fidèlement et avec efficacité la volonté de ces derniers de traduire en actes la vision du chef de l'État au quotidien. Permettez-moi aussi, au nom du gouvernement de la République, de manière particulière, de remercier la présence parmi nous des partenaires au développement et des membres de la société civile, ainsi que des représentants du secteur privé. Votre présence constitue ici, et point n'est encore besoin de le démontrer, l'intérêt que vous accordez au processus de financement du développement de notre pays. Pour revenir à notre sujet du jour, il n'est pas vain de rappeler ici que le processus d'évaluation de financement de développement, EFT en sigle, entrepris en République démocratique du Congo, s'est voulu un exercice inclusif qui a été conduit sous le leadership du gouvernement et a impliqué l'ensemble des parties prenantes au processus du développement en République démocratique du Congo. Il se décline sous la forme d'une série de dialogues sectoriels et nationaux ayant porté sur les divers mécanismes de financement. C'est à l'issue de ces dialogues sectoriels d'experts qu'on a produit le rapport intérimaire qui nous a été d'ailleurs présenté ici tout à l'heure et une feuille de route provisoire du cadre national de financement intégré, CNFI en sigle, sur l'organisation d'un dialogue de haut niveau de concertation censé finaliser de manière harmonieuse la feuille de route du cadre national intégré de financement du développement et de convenir de manière consensuelle sur son plan d'opérationnalisation. Ainsi,
Ce dialogue national inclusif sur le financement du développement s'inscrit dans cette perspective. Il vise à faciliter les échanges inclusifs et participatifs de haut niveau sur les perspectives de financement public et privé, sur les politiques de financement, sur les structures institutionnelles de financement de développement en place et sur l'efficacité de la coopération au développement dans l'optique de définir et de mettre en œuvre, d'opérationnaliser un cadre national de financement intégré, sous-tendu par une stratégie efficace de financement du développement. Mesdames et messieurs, distingués invités, je m'en voudrais de ne pas rappeler ici que le gouvernement de la République démocratique du Congo a lancé récemment le processus de revisitation de son cadre de planification de développement à moyen terme, sigle PNST. Ce dernier est aligné sur les objectifs de développement durable sur l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ce processus de revisitation est intervenu à l'issue d'une revue de fin de cycle du PNSD organisée en 2022, ce qui a permis d'évaluer le niveau de la mise en œuvre de ces actions, mesures à suivre et de doter le plan de nouvelles orientations stratégiques. Ainsi, la mise en route de ce plan fortement orienté sur les objectifs de développement durable constitue une véritable opportunité pour notre pays appelé à amorcer son virage socio-économique et à réaliser les ODD à l'horizon 2030. À cet effet, il est donc essentiel pour la République démocratique du Congo d'explorer les possibilités de mobilisation plus substantielle des ressources financières et supplémentaires et diversifiées pour financer son développement. C'est ainsi que nous envisageons la réalisation des résultats suivants qui pourront se concrétiser à l'issue de ce dialogue, à savoir 1. L'identification et l'évaluation dans le pays des flux financiers actuels et potentiels, aussi bien domestiques qu'internationaux, publics que privés. 2. L'identification des défis et goulots d'étranglement irrelatifs. Enfin 3. Les recommandations phares pour la mise en place d'un cadre national intégré du financement de développement. Mesdames et messieurs distingués invités, ce dialogue est organisé de telle sorte que des éclairages avisés sur les questions techniques relatives au financement du développement soient fournis aux participants. Et pour ce faire, les thèmes et sous-thèmes du dialogue qui seront présentés par les experts qualifiés dans le domaine concerné. Il sera ensuite question de soumettre chaque thème au débat avec l'objectif de déboucher sur des conclusions et des recommandations pertinentes et largement endossées par toutes les parties prenantes. Nous avons donc toutes les raisons de ne ménager aucun effort pour aboutir au cours de ces travaux à la réalisation des objectifs de ces assises. Je voudrais ici rappeler effectivement que la question non seulement des atteintes des ODD qui est apparue clairement comme loin, en tout cas d'être atteint au niveau des pays africains et de la plupart des pays du monde, et du système financier mondial ont fait l'objet de plusieurs discussions, que ce soit dans les échanges qui se sont faits au niveau de l'Union européenne et de l'Union africaine, que ce soit les discussions qui se sont faites dans le cadre du nouvel ordre financier mondial discuté à Paris, que ce soit dans le cadre des questions des COP, ça veut dire sur les questions environnementales, parce qu'elles sont directement liées à ces questions des objectifs de développement durable, des discussions qui se sont faites au Gabon, à Nairobi récemment, et même lors du dernier sommet des Nations Unies, et tout récemment au niveau de l'Union européenne. Ça veut dire que c'est des questions où le monde réalise que face
d'abord à la pandémie de Covid-19, où le système économique mondial a été fortement bousculé. Et puis face justement à cette crise climatique, il nous faut être le plus innovant sur non seulement la priorisation de nos projets, en tenant compte de la préservation de notre environnement, mais surtout les sources de financement. Des financements que nous voulons de plus en plus souples parce que les anciens systèmes ont démontré leurs limites. Et moi, je crois qu'ici, on a démontré tous les efforts. Le ministre des Finances a été assez exhaustif là-dessus. Et même s'il y avait encore à dire, tous les efforts qui se sont faits au niveau du gouvernement national et même les efforts qui sont faits pour avoir plus de ressources financières. Et donc ici, au niveau du ministère du Plan, tout le travail qui doit se faire sur l'identification de nos projets de manière claire et précise, mais surtout avec des études qui peuvent permettre justement de faciliter ces financements, mais l'effort de nos partenaires de revoir leur politique de financement. C'est vraiment des débats actuels que nous faisons de manière régulière et nous espérons qu'au cours de ces travaux que vous allez faire, vous allez pouvoir vraiment apporter des résolutions innovantes. Et donc, c'est sur cette note que je souhaite plein succès aux travaux de ce dialogue national inclusif sur le financement du développement et que je déclare ouvert par la même occasion ces travaux. Je les souhaite très productifs et avec un plein succès. Et je vous remercie. Ensuite va s'ouvrir les travaux en panel dont le premier débat a porté sur le besoin du financement, appropriation des priorités nationales et focalisation sur les résultats, et qui a connu comme intervenante la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Souminoa Toulouka, André Wameso Kwalukoki, directeur de cabinet adjoint du président de la République, chargé des questions économiques et financières, du ministre de Finances, Nicolas Kazadi Kadima, et de Bruno Lemarquis, coordonnateur président du système des Nations Unies en RDC. S'en est suivi ensuite le panel sur le financement interne public, mobilisation, financement interne et rationalisation des dépenses. Financement interne privé, potentiel et source de financement interne privé, améliorer l'accès du secteur privé au crédit bancaire et développer de nouveaux instruments financiers pour la promotion de l'inclusion financière. Partenariat public-privé en RDC, opportunité pour le financement des infrastructures d'appui à la production. Un débat de haute facture incluant tous les acteurs de développement, y compris la société civile fortement représentée. Tour à tour, ces panélistes sont revenus sur le thème respectif. Le ministre de Finances, par exemple, a étayé le dialogue sur le financement du développement. Une réflexion qui se faisait en 2019, justement, où nous avions le souci de nous approprier le PNSD et de le mettre au goût du nouveau régime. Et je peux vous dire que ça n'a pas été aisé à faire, parce que ce PNSD avait beaucoup traîné, avait été fait par d'autres. Et donc, tout ce qui apparaissait comme une remise en question ou bien une revue à la marge du PNSD était mal reçu par ceux qui avaient travaillé sur ce PNSD et l'ensemble des fonctionnaires, dont certains sont certainement dans la salle ici, parce que c'est naturel, les gens sont conservateurs. Alors qu'il y avait une nouvelle donne politique et une nouvelle orientation des priorités. Fondamentalement, en termes de vision à long terme, aujourd'hui, avec l'agenda international, il y a très peu de différences. Nous sommes presque tous dans les ODD, nous sommes tous dans la déclaration de Paris, donc sur le long terme, nous sommes tous à peu près emballés dans le même paradigme. Mais il faut apprivoiser ce paradigme au niveau national, et c'est là que les choses changent. Il faut organiser les priorités selon le contexte national, c'est là que les choses changent. Et là, on entre dans un horizon qui est un peu plus court, c'est-à-dire 5 ans. Et donc, pour moi, aujourd'hui, avoir une vision à 30 ans, oui, c'est utile, mais ce n'est plus aussi nécessaire qu'avant, dès lors qu'on a l'opportunité de s'appuyer sur les grandes réflexions qui existent au niveau international, ODD, etc., etc. Ce qui est important, c'est comment on l'apprivoise, comment on l'approprie au niveau national. Maintenant, comme je disais tout à l'heure,
je l'ai dit dans mon intervention ce matin, le plus grand enjeu pour nous, ce n'est pas d'avoir un plan, c'est de le respecter. Parce qu'on en a toujours eu. Et même tout à l'heure, quand vous parliez du plan du PNSD, par exemple, le PDL n'était pas prévu dans le PNSD. Le PDL, c'est une initiative politique, c'est une compréhension politique de la manière de concrétiser une action, qui a été très pertinente du reste, mais qui n'était pas prévue dans le PNSD. Ça veut dire qu'il faut avoir un PNSD, il faut bien le faire, il faut savoir le remettre en question, il faut des revues annuelles, des revues à mi-parcours. Ça n'a jamais été le cas, malheureusement, alors qu'on aurait pu le faire. Au moins en 2021, lorsque nous avons eu un nouveau gouvernement, Sama 1, ou peut-être en 2022, en 2022, quand il y a eu Sama 2. Mais une revue du PNSD est toujours indispensable, chaque année, pour le mettre en adéquation avec la réalité, avec les priorités du moment. Pas seulement sur le plan de ce que l'on fait, mais également comment on le fait et comment on le finance. Parce que c'est ça un plan finalement. Qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait et comment on le finance. Et ça, on n'a pas eu de remise en question du PNSD. On l'a rangé dans les tiroirs, c'est ce que je disais ce matin. Notre plus grand défi, il est là. Il faut le faire vivre, il faut qu'il s'impose, il faut qu'il interpelle. Et pour ça, il faut qu'il soit sorti des tiroirs, qu'il soit opposé à l'action qui est faite. Et comme ça, au moins, on est sûr qu'on ne s'éloigne pas trop de la trajectoire. Ou si on s'éloigne, il faut qu'on ait de bonnes raisons pour s'éloigner, parce que ça peut exister. Et à ce moment-là, on avance, on est sûr qu'on va vers l'objectif ultime qui, aujourd'hui, est tracé par les ODD. Mais il peut aussi être tracé par des enjeux nationaux. Par exemple, exemple d'enjeu national, INGA. INGA peut faire à lui tout seul l'objet d'une vision à long terme, d'une vision prospective, et qu'on s'assure que chaque année et chaque 5 ans, on s'approche vers la réalisation de cette vision. Donc voilà un peu comment je vois les choses, mais fondamentalement, je pense que pour tirer les leçons de ce qu'on a dit ce matin, je pense que nous avons cette opportunité historique de mettre à jour le PNSD en tenant compte de la belle expérience de ces 3 dernières années, des grandes initiatives présidentielles, PDL, couverture santé universelle, couverture santé, etc. Ouais. Et donc on peut aujourd'hui avoir un PNSD rénové ou un plan national de développement rénové encore plus efficace. Quand je dis encore plus efficace, je vais m'arrêter là. Je le dis parce que le précédent, de mon point de vue, n'était pas assez efficace. Il faut qu'on choisisse quel type de planification on veut. Suffisamment indicative, mais pas trop. Pas trop détaillé, sinon ça devient un fourre-tout et plus personne ne le suit. Et malheureusement, les gens ont l'impression que lorsqu'on n'a pas repris ce qu'eux pensent, ce qu'eux veulent faire dans le PNSD, il ne vaut rien. Et donc on a tendance à tout mettre. Et quand on met tout dans un PNSD, au final on ne fait plus rien. Il faut un PNSD focalisé, stratégique, indicatif, et les détails se font au niveau sectoriel, tout en gardant le lien avec l'orientation stratégique. C'est ce que l'expérience a montré comme des plans efficaces, mais un plan qui veut tout mettre, un arbre de Noël où on a les 17 guirlandes des ODD, souvent ce n'est pas efficace et ça ne permet pas d'avancer. En plus, dans le cas d'un pays comme le nôtre, où nous avons beaucoup de retard à rattraper, chaque 5 années, c'est une étape pour rattraper un retard sur des éléments clés, parce qu'on ne peut pas tout faire avec la même efficacité, sur des éléments clés qui, eux, contribuent aux autres ODD. Par exemple, lorsqu'on met le paquet sur l'éducation, c'est évident que ça a un impact sur tous les ODD. Si, dans les 5 années qui viennent, on met l'accent sur l'énergie, où on a vraiment un sérieux problème social, économique et environnemental à relever, eh bien, on aura un impact sur l'ensemble des ODD. La même chose pour l'accès à l'eau. Et donc, il faut que chaque tranche de 5 ans soit l'occasion de mettre en avant des choses clés qui ont le plus d'impact possible. Et pour le reste des détails dans les différents secteurs, le travail continue. De toutes les façons, il est encadré, il est détaillé, parce qu'on a les ODD demeurent valables.
et le travail peut continuer de se faire. Voilà quelques commentaires que je voulais faire. Oui, tout à l'heure, vous avez fait allusion à la dictature du court terme et vous avez également évoqué une question fondamentale qui est celle du PIB par tête d'habitant. Malgré le fait que nous avons une croissance assez remarquable, le PIB par tête d'habitant reste très faible. Mais tout le monde sait très bien aussi que notre PIB est très tiré par le secteur minier extractif et que sa répartition géographique pose problème. Quelle est notre stratégie en tant que pays ? Ben justement, il a été prouvé, d'abord le PIB par tête d'habitant est effectivement très faible, et même lorsqu'on arrive à 14-15% de ressources fiscales propres en ratio par rapport au PIB, ça reste très faible parce que le point de départ est très bas. Oui. Ça c'est un fait. La Côte d'Ivoire est à 13% de pression fiscale, mais avec un niveau de PIB plus élevé, et donc ils ont plus de marge de manœuvre, Tout à fait. ils arrivent à prendre en charge, même si on sait que l'idéal c'est d'arriver au moins à 20%. Et donc, nous devons d'abord relever le défi de l'augmentation de la richesse, du gâteau, et ensuite de l'amélioration du partage. Et sa géographie ? Partage géographique, etc. Mais la vérité est que, et c'est connu, la vérité c'est que nous ne pouvons pas le faire en ne misant que sur le secteur minier primaire. C'est connu, il n'a jamais été un bon vecteur de partage de richesses et de revenus, fort malheureusement. Et donc, nous devons avoir plus de valeur ajoutée à partager dans le territoire, parce que valeur ajoutée, ça veut dire salaire, partagé localement, ça veut dire impôts payés et qui donne à l'État le moyen d'être plus, de faire plus de justice distributive, et ça veut dire profit, parce que nous sommes dans un environnement où le secteur privé est le moteur de la croissance et du développement. Et donc, il faut qu'on ait ça à l'esprit, il faut qu'on crée la richesse localement. Et pour revenir à l'exemple de la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est d'abord et avant tout agricole et industriel, agro-industrie. L'agriculture et l'industrie, c'est le meilleur partage de richesse. C'est le plus d'impact en termes de retombées de partage de richesse aux populations. Et donc, c'est un meilleur vecteur de réduction de la pauvreté que le secteur minier. Donc, nous savons ce que nous devons faire. Nous devons accroître la richesse partagée à travers la création d'emplois. La création d'emplois locaux se fait à travers la transformation, qu'elle soit minière ou autre, à travers l'agriculture et peut-être certains services. Donc c'est ce que nous devons faire et c'est ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Depuis qu'il est à la tête de ce pays, le président n'a jamais manqué d'opportunités pour appeler la revanche du sol sur le sous-sol, la promotion de l'entrepreneuriat, tous des thèmes qui doivent aller vers la création de cette richesse. Nous ne le faisons pas assez et nous avons aujourd'hui une pyramide inversée. Comme je l'ai toujours dit, sur 4 emplois créés, 3 sont publics et 1 seul est privé. Je parle des emplois formels, des emplois répertoriés dans les caisses de sécurité, etc. Alors quand vous avez un emploi privé qui doit supporter, parce que c'est lui qui paye l'impôt, 3 emplois publics, vous voyez que nous, agents publics, nous devenons un problème pour la société. Donc on doit inverser cette pyramide et on doit donner le moyen de créer les emplois. Ces emplois, on ne va pas les créer dans l'État, on doit les créer dans les entreprises, dans l'agro-industrie, dans les plantations. C'est ça notre véritable défi et nous devons créer les conditions pour le faire. Et pour y arriver, aussi bien sur le plan géographique que sectoriel, nous savons que c'est une terre d'opportunités, agricole, industrielle, etc. Le premier défi, c'est la connectivité. Nous devons absolument réussir à connecter notre pays. On parle de ZECLAF à longueur de journée, mais la ZECLAF, ce n'est pas pour nous, pour une raison simple. C'est que nous avons notre ZECLAF national intérieur que nous devons d'abord réaliser. Ouais. Tant que le pays n'est pas connecté, connecter le pays aux autres pays, c'est aider les autres pays à tirer profit d'une partie de notre pays. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, c'est dramatique. Moi, quand j'étais enfant, le Pepsodent qu'on faisait ici à Kingabwa, on le retrouvait à Arou, on le retrouvait à Kalemi, on le retrouvait partout. Aujourd'hui, quand vous allez vers les frontières, vous ne trouvez que des produits venus des pays voisins ou d'ailleurs. Donc nous devons réintégrer notre pays, nous devons refaire notre marché et nous devons le rendre plus compétitif. C'est à travers des gros investissements en termes d'infrastructures, au premier rang desquelles les infrastructures routières. C'est ça l'orientation que moi j'ai donnée au flux d'aide publique au développement qui se sont accrus depuis 2019. J'ai demandé à la Banque mondiale depuis 2021
de rééquilibrer les choses et de mettre davantage de ressources dans les grands projets d'infrastructure. C'est comme ça que le ministère des ITP est le plus grand bénéficiaire de cet accroissement de l'aide qui a été multiplié par 3. Nous avons de grands projets d'infrastructure aujourd'hui. Si Dieu veut, dans 2 ou 3 ans, on parlera différemment de ce pays parce que nous aurons connecté Mwanda à Mbujimaï ou à Kananga, à Mbujimaï et Mbujimaï à Bukavu, Bukavu à Goma, Kisangani à Beni, Mbujimaï à Kolwezi. C'est ça la clé et tous ces projets que je viens de mentionner sont soit en cours, soit en préparation. Suivi du DIRCAP du chef de l'État, André Ouamesso, qui a brossé le besoin et contraintes de financement des programmes spéciaux du président de la République, couverture santé universelle, gratuité de l'enseignement de base, numérique et industrialisation. La question que vous posez sur le PDL 145 territoires, ou bien la couverture santé universelle, aussi bien que l'éducation, je mettrai ça dans le rôle normal d'un État. Parce que nous parlons de développement. Il faut se dire que l'État a comme mission de pouvoir consacrer ses moyens pour favoriser l'éclosion d'une économie qui va permettre le développement. Alors, elle le fait, elle investit cet argent dans quoi? Dans les infrastructures, pour permettre les échanges économiques, l'investit dans le savoir, l'éducation, pour avoir des hommes et des femmes capables justement de transformer le potentiel de ce pays en richesse, et ensuite investit dans la santé. La santé, c'est parce qu'il faut avoir des personnes bien portantes pour pouvoir faire ce travail. Donc, je crois que pour répondre plus globalement, le rôle de l'État devrait, selon moi, se limiter à ça. Ensuite, il y a le relais de cet homme congolais formé grâce à la gratuité de l'enseignement et à des conditions d'études plutôt universitaires de haut niveau qui vont lui permettre maintenant de pouvoir créer de la richesse. Mais pour créer de la richesse, il faut des financements. Et ça, c'est le rôle du système financier intérieur. Or, qu'est-ce qu'on voit? On parlait des réformes au niveau de l'État, notamment fiscal, pour permettre d'accroître les recettes, pour justement investir dans les infrastructures, dans la santé et dans l'éducation. Mais nous avons aussi un problème avec notre système financier, notre système bancaire. Parce que par rapport à l'épargne récoltée par les banques, ce qu'ils réinvestissent dans l'économie en termes de crédit représente à peine 30%. Ça, c'est un problème puisque l'État, contrairement aux banques, dès qu'elle lève de l'argent en termes de recettes, elle a des obligations de dépenses par ailleurs, ce que les banques et les institutions financières n'ont pas. Donc, les institutions financières lèvent de l'épargne et n'ont pas des dépenses à faire avec ça. Ce qu'ils devraient faire, c'est de pouvoir financer l'économie. Et quand on voit qu'il n'y a pas seulement les banques qu'il faut blâmer pour ça, il y a des instructions au niveau de la Banque centrale qui rend l'accès au crédit en lui-même très très compliqué. Je parle de mémoire de l'instruction 14 de la Banque centrale qui est quasiment calquée aux règles de Bâle qui font que avec un pays comme le nôtre, les banques quasiment demandent à quelqu'un de lui prêter l'argent qu'il dépose à la banque. Donc ça veut dire que c'est complètement inefficace. Donc voilà aussi des domaines dans lesquels nous devons chercher une certaine optimisation dans les réformes que nous devons mettre en place au niveau de la réglementation bancaire pour permettre à ce que, puisqu'il faut quand même le rappeler, c'est que quand le président de la République arrive au pouvoir, est élu en 2018, le total bilan de toutes les banques au Congo, c'était à peine 5 milliards. 5 milliards de dollars. Et aujourd'hui, nous sommes
environ à 15, si pas plus 15 milliards. Donc on a fait x3 en termes de total bilan, ce qui équivaut quasiment, puisque quand on regarde le capital des banques, ça ne représente pas grand-chose. Donc c'est de l'épargne qui est captée au niveau de ces banques, qui a été multipliée par 3, mais il n'y a que 30% de cet argent récolté que les banques mettent à disposition de l'économie. Donc il faut faire des efforts dans ce côté-là. Je veux revenir aux 145 territoires pour faire un petit, pas clin d'œil, une petite remarque à nos bailleurs internationaux, nos partenaires. C'est que grâce à la diplomatie et aux négociations du ministre des Finances, nous avons dû recourir, avec l'autorisation du Fonds monétaire international, à une partie des DTS, ce qui est quand même, qui n'est pas la vocation première de ces droits de tirage spéciaux, mais ils ont quand même soutenu ce projet à ce niveau-là, alors que les bailleurs classiques qui devraient venir aussi nous soutenir dans ce projet ne sont pas encore, ne se bousculent pas au portillon. C'est ici l'occasion pour moi, au travers des membres du gouvernement qui sont là, de faire un plaidoyer pour qu'il y ait un accompagnement dans ce projet du PDL 145 territoires auprès ou bien de la part des partenaires financiers, aussi bien bilatéraux que multilatéraux. Merci beaucoup. Quand le chef de l'État arrive au pouvoir, bien entendu, il a comme héritage le premier draft du PNSD. Et aujourd'hui, on a la chance du fait qu'il a lancé les programmes spéciaux que vous avez évoqués tout à l'heure, et nous allons lancer la nouvelle version du PNSD. Est-ce que ce n'est pas le moment de pouvoir canaliser, y compris toute la vision du chef de l'État, dans le PNSD? Ben, je crois que c'est plus ou moins ce qui a été fait. Vous savez, ce que vous dites, que quand le président est arrivé au pouvoir, quand il a été élu en 2018, on trouve un PNSD, mais qui ne comprenait pas l'essentiel du programme grâce auquel il a été élu par le peuple congolais. Et donc c'est pour cela qu'il fallait revisiter ce PNSD pour le mettre en adéquation avec les promesses faites par le chef de l'État à la population congolaise. Sinon, ça n'aurait eu aucun sens de travailler sur une base qui n'avait pas, sur une autre base que la base qui avait suscité l'adhésion populaire pour le candidat à l'époque, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc c'est ce qui a été fait, mais je crois que maintenant nous devons aller plus loin, parce que dans l'entretemps, vous savez, c'était le programme du candidat, et maintenant il est président de la République, donc il a une autre ambition, une autre vision, mais je crois que le cadrage qui a été fait avec le PNSD va aussi connaître, je ne crois pas qu'il y aura un changement de trajectoire radical, mais je crois qu'il y aura d'autres ingrédients qui vont être ajoutés, non pas pour, comme je disais, changer la trajectoire, mais plutôt pour l'accélérer, et c'est le prochain programme du candidat président de la République à sa réélection. Il y aura quelques ingrédients qui vont montrer comment accélérer la mise en œuvre de ce PNSD pour l'horizon 2023-2028. Pendant 2 jours d'intenses travaux sous la houlette de la ministre d'État, ministre du Plan, les experts et autres intervenants ont poursuivi les débats sur la mobilisation et optimisation de l'aide publique et des appuis budgétaires pour la transparence, la prévisibilité et la redevabilité mutuelle et alignement de la priorité nationale. Sur les volets financement interne privé, le président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, Albert Yuma, a orienté l'assistance sur les sujets. Donc, je pense que c'est l'éternelle question de l'accès du secteur privé et, j'insiste particulièrement, des petites et moyennes entreprises au financement. Parce que dans notre structure économique, qui est très déséquilibrée avec des grandes entreprises étrangères, essentiellement minières et dans quelques secteurs industriels, elles ont accès à des financements qui viennent de l'extérieur et ils ont de garanties externes. Mais le vrai moteur du développement dans tous les pays,
c'est la petite et moyenne entreprise locale, parce que c'est elle qui recrute, c'est elle qui dépense localement, c'est elle qui pousse à l'inclusion financière. C'est cette partie-là de la PME ou de la PMI ou de l'entreprise du secteur agricole dont on parle régulièrement qui n'ont pas accès au financement. Ils n'ont pas accès au financement parce que le système bancaire local, bien qu'il ait beaucoup évolué ces dernières années, parce qu'aujourd'hui on est autour de 20 banques commerciales, 95 institutions de microfinance, ça n'a pas beaucoup aidé en termes de mobilisation et d'accès au financement. Le secteur bancaire congolais finance à peine à hauteur de 7% du PIB. La moyenne d'Afrique subsaharienne, c'est près de 40%. Vous vous rendez compte des difficultés et les coûts du financement sont très élevés. En taux réel, on tourne autour de 20%. Et donc, les gens n'ont pas accès. Quand ils ont accès, c'est cher et c'est surtout du court terme. Or, je crois qu'on ne va pas développer ce pays si on n'a pas des ressources à long terme qui permettent aux gens d'investir dans des choses qui permettent de faire la transformation. Mais qu'est-ce qui est la raison de base? Mais la raison de base, c'est encore malheureusement l'État lui-même. On a eu dernièrement, et mon collègue Ilondo était là, à la présidence de la République, on a fait l'État, et Madame la ministre d'État au plan était là, sur le baromètre du climat des affaires. Les résultats sont dramatiques. Les résultats sont dramatiques, à peine 37% de satisfaction sur le climat des affaires. Si vous ne pouvez pas rassurer l'investisseur privé, si vous ne pouvez pas attirer l'investissement direct extérieur, même les banques elles-mêmes seront impactées. Quelles sont les raisons? L'insécurité juridique et judiciaire. Parce que vous savez, si vous n'êtes pas sûr qu'en mettant votre argent, votre droit de propriété, votre droit de contrat sera respecté, vous n'allez pas amener l'argent, vous n'allez pas le mettre. C'est la raison fondamentale, l'insécurité juridique et judiciaire. L'autre raison qu'on résume en infrastructure, que ce soit de transport, de communication ou énergétique, bloque même le développement des activités bancaires. La majorité des guichets de banque sont à Kinshasa, 61%. Dans le Katanga en général, pour une vingtaine de pourcents, et un peu entre le Nord Kivu et le Congo central pour 10%. Donc déjà, le maillage du système bancaire est très faible. Donc, ça empêche aussi les gens d'aller dans des secteurs ou des provinces où il y a tout le temps du potentiel d'activité économique. Tout ça aussi, c'est le rôle de l'État d'améliorer ça. Bon, mais on a entendu, le budget de l'État, il est ce qu'il est. Les vrais investissements dont le secteur privé a besoin dans les infrastructures ne sont pas là. Ces investissements ne se font pas. Donc c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux où le système bancaire, il y a plus de guichets qu'il y a 15 ans, mais ils sont concentrés sur quelques provinces. Il n'y a pas assez de ressources long terme qui permettent de faire des vrais investissements. Et ceux qui peuvent vraiment, à mon avis, amener le développement à les petites et moyennes entreprises ne sont pas encadrés, n'ont pas accès au financement. Et voilà pourquoi on continue à se plaindre. Notre ami du budget a dit que la pression sur la dette extérieure n'était plus très forte, on s'en sort bien. Mais la dette intérieure, elle est complètement oubliée. Elle est totalement oubliée. Ça, c'est un élément de blocage. Les entrepreneurs privés ont fait confiance à l'État, ils ont presté, ils ont livré. Mais on ne les paye pas. Vous bloquez leur trésorerie. Elles continuent comment? Elles investissent comment? Voilà un peu, je pourrais parler longtemps sur ce sujet, mais voilà un peu résumé. Et sur l'opportunité pour le financement des infrastructures d'appui à la production, le premier vice-président de la FEC, en charge de la commission industrie, Lenny Ilondo, a expliqué les enjeux, défis et perspectives de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Mais écoutez, le président de la FEC tout à l'heure l'a articulé. Et je crois que également le représentant de la Banque mondiale ainsi que Madame la ministre d'État, on ne s'engage pas dans des grands projets lorsqu'on n'a pas un financement adéquat pour aller de l'avant. Toutes les grandes entreprises étrangères qui viennent ici
ne viennent pas avec leurs propres ressources. Elles vont, elles lèvent des capitaux, elles viennent ici, elles participent à la réalisation des projets. Et ce sont des projets pas de petite envergure, des projets qui requièrent des millions de dollars. Pour ce faire, je pense que si le système financier congolais était adapté à accompagner les hommes d'affaires à prendre ce risque, le risque, ça ne veut pas seulement dire qu'il faut apporter des collatéraux, c'est-à-dire les titres de propriété ou autres, mais c'est la qualité de l'investissement réalisé. Je prends pour exemple, lorsque nous avons construit la cimenterie PPC Barnett, nous n'avions pas un copec en poche. Qu'avions-nous? La concession, la carrière, du calcaire à ciment. On a fait un montage sur lequel la Trade Development Bank, la SFI, ont trouvé qu'il y avait un intérêt à investir. Mais nous avions également un partenaire étranger qui s'appelle PPC, qui a une centaine d'années dans les opérations de production de ciment. Fort de cette expérience-là, on a fait ce panachage et on est parti trouver des equity financing, c'est-à-dire que la SFI a pris 10% du capital et d'autres, ils ont financé le projet sans contrepartie. Mais cela, il faut arriver à le structurer. Mais dans notre pays, je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'abord améliorer le climat des affaires, assurer, comme l'a dit le président Yuma, la sécurité juridique et judiciaire des investissements et savoir répondre aux besoins de notre économie. Mais je crois qu'il y a un point sur lequel j'ai été principalement été invité, c'est pour parler dans le secteur de la sous-traitance. Comment se fait-il que depuis 2002, lorsque la Banque mondiale, côte à côte, nous a imposé le code minier, qui a été revu en 2018, entre 2002 et 2012, de 2012 à 2018, il y a eu 6 ans de moratoire sans qu'il y ait une loi. Grâce au leadership de l'AFEC, on a pu avoir ce code minier. Pendant ce temps, l'AFEC avait poussé pour la promulgation de la loi sur la sous-traitance. Mais le projet initial de l'AFEC avait été édulcoré au niveau du Parlement. Je vois qu'il y a un ancien sénateur ici. En 2008, on lui avait donné la copie du Local Content du Nigeria. Je crois que c'est le sénateur Nono Congo. On lui avait dit de penser à faire promulguer, pas du copier-coller, mais une loi adaptée à nos réalités. Mais la loi sur la sous-traitance, aujourd'hui, en application, nous a pris du temps pour la rendre effective. Mais pour que les Congolais participent, il y a toujours le problème, la contrainte de financement. Est-ce que les banques sont-elles à même d'accompagner? On vous dira oui, mais apportez-nous les collatéraux. Mais dans cette perspective-là, à la FEC, nous avons pensé à la mise en place d'un mécanisme de financement institutionnel innovant. Qu'est-ce à dire? C'était une réponse à une interpellation du président de la République à l'endroit du président Yuma. Il dit, mais comment vous allez accompagner les entreprises? On leur a dit, écoutez, nous savons, nous, secteur privé, que nous avons des contributions fiscales et des contributions non fiscales. Contributions fiscales, ça veut dire des GERA, de DGI et tout ça, l'on paye. Et les autres contributions, nous le faisons à travers les chargements sociaux, que ce soit l'ONEM, que ce soit FPI, que ce soit FONER, que ce soit SENSES, en évaluant toutes les ressources que détiennent ces établissements dépositaires de fonds que nous mettons à leur disposition. Nous avoisinons aujourd'hui 1 milliard de dollars ici au Congo. Nos contributions. Alors on a pensé, avec le président Yuma, comment on devait avoir à articuler un plaidoyer puissant, convaincant, pour amener le gouvernement à comprendre que d'une part, cet argent que nous plaçons chez eux, et l'État n'apporte que la garantie de signature, et comment recycler cet argent-là, pas tout cet argent, mais une fraction
dans le système qui permettrait d'accompagner la sous-traitance. Des travaux qui ont permis d'identifier, débloquer les potentiels de financement du développement durable et développer un cadre national des financements intégrés du développement. Un communiqué final va sanctionner les travaux lus par le directeur Jean-Luc Acha, qui recommande au gouvernement de la République de faire un plaidoyer pour les renforcements, les financements de PDL 145 territoires en vue de combler les déficits y afférents, relever le défi des financements de projets d'infrastructures structurelles pour améliorer l'ouverture vers l'arrière-pays et finalement mettre en place de mécanismes efficaces de lutte contre la pauvreté. S'en est suivi le mot de la société civile et de partenaires sanctionnés par le mot de clôture de la Mineta au plan au nom du gouvernement. Monsieur le représentant résident du PNUD, représentant de Monsieur le coordonnateur résident du système des Nations Unies et président du groupe interbailleur, Monsieur le secrétaire général du plan, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations du secteur public et du secteur privé, Mesdames et Messieurs les cadres et agents de l'administration publique, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectives, distingués invités, je me fais le devoir de nous féliciter et de nous remercier tous pour la qualité du travail abattu. En effet, après 2 jours de travail, nos concertations et échanges ont confirmé la pertinence d'un dialogue national d'action sur le financement du développement en République démocratique du Congo. Nous avons en effet, avec les spécialistes concernés par les différents domaines qui couvrent ce thème, constaté l'importance et la place que pourrait jouer cette thématique dans nos programmes de développement. Votre diagnostic, le nôtre, sans complaisance sur la nécessité d'identifier les problèmes qui se posent dans ce domaine de financement du développement, de contourner les contraintes qui pèsent sur le financement des projets, de développer des solutions plus pragmatiques autour des thèmes qui ont fait l'objet de ce dialogue, nous a permis de tirer beaucoup d'enseignements. Tout d'abord, sur la question des besoins de financement du développement, qu'ils soient locaux ou nationaux, ils font face à de nombreuses difficultés, tant d'un point de vue des ressources financières et techniques que des ressources humaines. Parmi ces difficultés, nous avons entre autres mis en exergue la faiblesse du revenu par tête d'habitant, la non-diversification de notre économie qui est portée essentiellement par le secteur minier et faisant apparaître ainsi des gaps importants de financement de nos plans et programmes de développement, l'ancrage de plans locaux et provinciaux de développement au plan national et le financement de leur mise en œuvre, ainsi que la problématique de la protection sociale. Conformément au communiqué prononcé tout à l'heure par le rapporteur de la séance et que, autour de ces difficultés de besoin de financement, quelques solutions se sont présentées. Celles-ci ont porté notamment sur le développement de nouveaux outils de mobilisation des ressources devant s'ancrer autour du PNSD en cours de révisitation. La révisitation du PNSD mettant un accent particulier sur les domaines de concentration et les ODD, la lutte contre la corruption ainsi que l'ouverture sur l'arrière-pays. Il s'agit en l'occurrence du crédit carbone, du partenariat public-privé, du transfert des migrants, les assurances des personnes des ménages et toute autre forme d'assurance pour ne citer que cela. S'agissant de la question du financement interne public du développement, je salue la pertinence des options prises au cours de nos discussions en faveur de la redynamisation du secteur financier et l'élargissement de l'espace du budgétaire pour le rendre plus performant et approprié au financement du développement national. Je note qu'il s'agit de la meilleure manière qui soit de mettre fin au goulot d'étranglement qui pèse sur le domaine public du financement du développement dans notre pays, notamment les déficits de grande taille, le développement des marchés financiers secondaires et différentes contraintes à contourner pour faire de la dette publique un des leviers du développement. Distingués invités, mesdames et messieurs, les attentes et recommandations présentées au 3e panel pour un financement interne privé efficace ne sont pas passées inaperçues et trouveront sans doute des solutions appropriées au niveau du gouvernement.
Il sera question pour ce dernier, donc du gouvernement, de mettre un accent particulier pour trouver des solutions aux problèmes soulevés en rapport avec le financement privé du développement, notamment la faiblesse du crédit, la dollarisation de l'économie, l'évasion des primes d'assurance, la faible accès des PME au crédit, la surliquidité des banques, ainsi que la nécessité d'avoir des projets bancables. Dans le cadre du financement du développement à travers le processus PPP, les discussions y relatives dans le panel 4 ont décelé quelques problèmes pratiques. Ceux-ci ont pour fondement la lenteur des réformes pour améliorer le climat des affaires, la faible sécurité juridique et judiciaire des investissements, l'absence d'une classe moyenne des entrepreneurs pour pousser le financement par l'approche PPP et le manque d'études de faisabilité pour attirer les investissements. Je me réjouis du fait que quelques solutions ont été à ces problèmes ont été identifiées par les panélistes de cette thématique et cela va permettre de les renforcer. Il s'agit notamment de la nouvelle feuille de route des réformes sur le climat des affaires, de la mise en application de la loi sur les PPP, des initiatives prises par le secteur privé pour créer une classe moyenne, de l'accompagnement des bailleurs pour appuyer le processus PPP, notamment la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. En ce qui concerne le financement extérieur public, dont la République a besoin pour financer son développement, je retiens l'information donnée par le panel 5 selon laquelle plusieurs mécanismes doivent être actionnés pour booster le développement par ce canal. Il s'agit notamment de l'amélioration du climat des affaires et des investissements. On en a déjà parlé et ça revient à chaque fois. Des apports du secteur privé, de la diaspora, ainsi que des flux des investissements directs étrangers dans les secteurs hors mines. Enfin, concernant le financement innovant, il ressort des discussions et des échanges que plusieurs sources de financement dans ce domaine sont possibles pour aider notre pays à prendre un envol décisif au travers de cette voie. Ces financements portent entre autres sur la finance carbone, le Millennium Challenge Corporation, le financement digital et la finance verte. Mesdames et messieurs les participants, je ne saurais clore mon propos de ce jour sans rendre encore mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour avoir porté le programme du gouvernement piloté par son Excellence Monsieur le Premier ministre, qui est traduit en actes au quotidien, notamment à travers ce dialogue dont les résultats sont attendus avec impatience. Qu'il me soit permis également de vous présenter une fois de plus, mesdames et messieurs les participants, mes félicitations. J'exprime autant à l'égard du PNUD ma sincère gratitude pour la collaboration effective, l'appui financier et technique apporté au gouvernement pour la tenue de ces assises. Mes remerciements s'adressent aussi aux autres partenaires techniques et financiers pour leur participation active à ces assises, ainsi qu'à Monsieur le ministre provincial du Plan, représentant de Monsieur le gouverneur du Congo central, qui a quitté le Congo central pour rapidement nous rejoindre et participer activement à tous nos échanges et nos débats. Mesdames et messieurs les cadres de l'administration publique, vous qui avez contribué à l'organisation et aux travaux de ce dialogue, je vous remercie tous pour votre participation active et je vous remercie d'avoir pris le temps de rester et de pouvoir vraiment échanger et de retenir ce qu'il faut parce que le travail nous est dû pour la suite, n'est-ce pas? Alors, à la société civile et aux organisations du secteur privé, j'exprime ici toute ma gratitude pour toutes les initiatives développées en faveur du financement du développement depuis de nombreuses années. Je souhaite à tous et à chacun un bon retour à vos postes de travail respectifs parce que, comme on l'a dit, le travail, lui, ne cesse pas, au contraire, il ne fait que s'ajouter et nous devons avoir des résultats et des résultats de qualité. Et sur ce, je déclare clos le dialogue national d'action sur le financement du développement en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Les rideaux sont tombés après 2 jours de travaux
soit du 7 au 8 novembre 2023, qui aboutit à des recommandations qui permettront désormais à aider la République démocratique du Congo pour le renforcement du processus de programmation et renforcement de la capacité nationale de mobilisation des ressources diversifiées ainsi que de partenariats.